Bonjour, bienvenue à ce midi causerie sur la recherche clinique. Donc, je me présente Jacinthe Dupuis, je suis agente de planification, programmation et recherche dédiée au volet transfert de connaissances pour la direction de l'enseignement universitaire et de la recherche au CIS de Laval. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la recherche clinique et on en profite pour souligner que ça fait 25 ans que ce type de recherche se font au CIS de Laval et on a eu l'idée de vous proposer un petit midi causerie sur le sujet pour vous amener à en découvrir davantage et on accueille différents membres des équipes de recherche clinique en oncologie, en cardiologie et en microbiologie du CIS de Laval. Donc, nous avons Solange Tremblay, infirmière coordonnatrice pour la recherche en oncologie, Hélène Bolduc, infirmière coordonnatrice de recherche en cardiologie, vont allumer leur caméra éventuellement, Andrea Bellucci, qui est APPR pour les recherches en microbiologie, Dr. Moïna Elzadeh, qui est radio-oncologue responsable de l'axe de recherche en radio-oncologie, Dr. Stéphanie Castonguay, qui est microbiologiste et infectiologue pour les recherches en microbiologie COVID-19, et Dr. Marius Roussos, qui est intensiviste aussi pour les recherches en microbiologie COVID-19. Donc, juste quelques petits mots techniques avant de commencer. On vous invite à garder votre micro fermé pour les présentations. Si vous avez des questions, on vous invite à utiliser l'espace de discussion, de conversation ou l'espace questions-réponses pour poser vos questions ou encore lever la main. On va prendre les questions à la fin des présentations. On va garder à peu près là, les 20 dernières minutes ou un petit peu plus là, pour les questions. Puis c'est ça. On va commencer avec Solange Tremblay qui va nous faire une présentation un peu générale là, sur ce que c'est la recherche clinique. Après ça, on va y aller avec une présentation plus spécifique sur ce qui se fait en termes de recherche en oncologie, radio-oncologie, une présentation plus spécifique sur ce qui se fait en cardiologie. Puis on va terminer avec les recherches en microbiologie COVID-19 avec Dr. Castonguay et Dr. Rousseau. Donc, je te laisse, Solange, prendre... Vas-y, es-tu capable de partager ton... Mon micro est ouvert. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, on t'entend, Solange. Parfait. Je vais essayer de mettre... Je vais enlever le... Excusez-moi, là, ce ne sera pas long. On va enlever ce qui est à gauche pour... Je pense que c'est ici. Je pense que c'est celui-là. Bon, OK. Alors, ça me fait plaisir de vous parler de la recherche clinique en général. Comme Jacinthe l'a dit, moi, je travaille principalement, seulement en oncologie, en recherche clinique en oncologie. Mais aujourd'hui, je vais faire une présentation vraiment très générale sur ce qu'est la recherche clinique. Donc, si on regarde, c'est quoi exactement un essai clinique? Bien, ça implique nécessairement la participation de sujets humains pour vérifier des effets cliniques pharmacologiques, soit d'un produit de recherche ou d'autres, on va essayer de voir avec un produit de recherche les réactions indésirables, comment il est absorbé, distribué, métabolisé, afin de vérifier s'il est sécuritaire et s'il est efficace. Alors, nécessairement, la recherche clinique implique la participation de sujets humains. Une étude clinique ou un essai clinique, ça veut dire la même chose et va se faire avec une équipe de recherche. Alors, on va toujours avoir un responsable de l'étude qui va superviser l'étude et qui doit excusez-moi. La supervision d'une étude va être assurée par un médecin-chercheur qui a la responsabilité globale de l'étude dans son centre. Souvent, en recherche clinique, on va l'appeler l'investigateur principal. L'investigateur principal va aller chercher des collaborateurs pour mener à bien son étude clinique. Alors, c'est qui les collaborateurs? Ça peut être d'autres médecins
qu'on va nommer des sous-investigateurs. Ça peut être des infirmières de recherche, des pharmaciens, des technologues. Ce personnel-là qui va collaborer aux études doit être qualifié par leur éducation, la formation et son expérience. Alors, l'investigateur principal va déléguer des tâches à l'intérieur de l'essai clinique aux collaborateurs qui doivent être formés, en fait, pour les tâches qui leur sont déléguées. Donc, comment on fonctionne? Bien, tout part d'un protocole de recherche. C'est dans le protocole de recherche qu'on va trouver les objectifs de l'étude, comment l'étude va être conçue, la conception, la méthodologie, comment ils vont faire l'analyse statistique de l'étude, les étapes, tout ce qu'on doit faire dans le suivi des sujets à l'intérieur de l'étude. Le produit de recherche, ça va décrire le produit de recherche, comment il agit, comment on doit l'administrer, la fréquence. Alors, notre protocole de recherche, c'est vraiment un document très important dans la conduite d'un essai clinique. Et quand je dis la description du produit de recherche, c'est quoi le produit de recherche? Bien, ça peut être, ça va être une forme pharmaceutique d'un ingrédient qui est actif ou d'un placebo, parce que dans certaines études, on va utiliser un placebo et le placebo est à ce moment-là considéré comme un produit de recherche. Ça peut aussi être un produit qui est déjà sur le marché, mais qu'on décide de tester pour une autre indication. Alors, étant donné, comme par exemple, je sais pas, je peux vous donner un exemple comme l'aspirine qui est traitée pour, on prend pour des maux de tête, puis en utilisant l'aspirine, on s'aperçoit qu'elle a d'autres effets, mais qui sont pas approuvés dans son indication. Bien, on peut le tester en essai clinique pour le faire approuver pour une autre indication finalement. Qui sont les commanditaires d'études? Bien, ça peut être un médecin-chercheur qui décide de faire un essai clinique pour répondre à un questionnement scientifique médical. Ça peut être un groupe académique ou un organisme à but non lucratif. Comme nous, en oncologie, on participe beaucoup à des études de l'Institut national canadien du cancer. Donc, ça, c'est un groupe académique. Il y a aussi des groupes académiques américains qui font des études auxquelles on participe aussi en oncologie. Il y a bien sûr les compagnies pharmaceutiques qui vont commanditer les études pour les médicaments qu'ils vont développer. Alors, c'est quoi exactement quand on parle d'essais cliniques? Bon, il y a différentes étapes avant d'en arriver aux essais cliniques. Il y a la recherche en laboratoire, que vous voyez complètement à gauche. Donc, en laboratoire, on va essayer de découvrir des molécules qui vont peut-être devenir un médicament pour traiter une certaine maladie. Si en laboratoire, la molécule ça semble positif, on va aller dans la deuxième étape, qui est la recherche préclinique. Alors, en recherche préclinique, on va tester la molécule chez des petits animaux de laboratoire. On entend souvent dire que ce sont des souris, donc des cobayes en laboratoire. On va vérifier si la molécule, c'est quoi les effets secondaires, qu'est-ce que ça donne comme effet, puis la dose aussi qu'on va pouvoir utiliser en essai clinique. Alors, vous devinez que la recherche en laboratoire, on peut tester plusieurs molécules. Il y en a seulement une qui va aller en recherche préclinique. Puis malgré toutes les molécules qui vont en recherche préclinique, très peu vont se rendre en essai clinique. L'essai clinique, c'est vraiment ce que nous, on fait avec des humains. Il y a 4 phases dans les essais cliniques. On va les voir dans les diapositives qui vont suivre. Une fois que les essais cliniques sont terminés, si on juge que la molécule, le médicament ou le traitement qu'on a testé a suffisamment montré d'efficacité, on va le soumettre à Santé Canada, qui va vérifier toutes les données d'études faites et va décider s'il approuve ou non le produit, le nouveau médicament.
Alors, si on va à la diapositive suivante, je vous ai dit qu'il y a 4 phases dans la recherche clinique. Chaque phase a un but précis. La première phase, qui est c'est la première, je me répète, là, mes premières phases d'expérimentation chez des humains. On va essayer de voir si ce produit-là, le médicament, est toléré et à quelle dose. C'est quoi la dose optimale? Ça va commencer avec un petit groupe de patients. Alors, si vous voyez dans le bas, il y a à peu près, ça peut être 10-15 patients. Il n'y a pas beaucoup de patients dans la phase 1. Si ça va bien en phase 1, on passe à la phase 2 pour vérifier l'efficacité du traitement. Et là, bien sûr, on continue la collecte des données sur la sécurité du produit et les effets secondaires. Le groupe de patients qu'on va recruter va être un petit peu plus grand, quelques centaines de patients. Si ça va toujours bien en phase 2, on va s'en aller en phase 3 et là, on va comparer le produit expérimental au traitement qui est déjà en usage, le traitement standard. Et là, on va rechercher un plus grand nombre de patients pour la phase 3. Comme je vous ai dit tantôt, une fois que les 3 phases sont terminées, si on pense que le produit est efficace, là, on va aller à Santé Canada pour une demande d'autorisation. Ça arrive parfois qu'un produit qui est autorisé, on va aller en phase 4. Alors, ça, c'est les produits qui sont déjà autorisés et on veut ramasser davantage de données, des données supplémentaires sur la sécurité du produit à long terme. Et dans les phases 4, souvent, il va y avoir des milliers de patients qui peuvent être recrutés, mais c'est avec un produit qui est déjà sur le marché, qui est déjà approuvé par Santé Canada. Le design des études, quand on parle je vous ai parlé du protocole qui nous dit qu'est-ce qu'on va faire, là, comment va être conçue l'étude. Bien, dans le design, il y a les phases. Souvent, toutes les informations que vous voyez à l'écran vont se ramasser, vont se retrouver dans le titre d'une étude. Alors, le titre de l'étude va nous dire si c'est une phase 1, 2, 3 ou 4. Est-ce que c'est une étude qui se fait à un seul centre ou plusieurs centres à la fois, donc des études multicentriques. Majoritairement, on participe à des études multicentriques, mais ça pourrait arriver qu'un chercheur développe une étude et décide de faire cette étude-là uniquement dans son centre. Alors, c'est une étude monocentrique. Ça peut être une étude randomisée ou non. On va voir plus loin c'est quoi la randomisation. Ça peut être une étude à l'aveugle ou ouverte. C'est quoi une étude à l'aveugle, en fait, c'est que parfois, il y a des études, il y a une partie du traitement qui ne sera pas connue ni par le patient, ni par l'équipe de recherche. C'est ce qu'on appelle à double insu ou à simple insu. Des fois, c'est le patient qui ne sait pas une partie du traitement qu'il reçoit, il ne sait pas c'est quoi. Si ça va être un médicament ou un placebo. Alors ça, c'est des études qu'on appelle à l'aveugle ou des études ouvertes où le patient et l'équipe de recherche connaissent exactement ce que le sujet reçoit. Il y a des groupes parallèles avec ou sans permutation. Alors, dans une étude clinique, on va souvent avoir comme 2 groupes de patients. Un patient qui reçoit une partie du traitement expérimental, un groupe de patients qui reçoit le traitement standard, ou il peut y avoir 2, 3, 4 groupes. Souvent, c'est 2 groupes, mais ça peut arriver qu'il y a plus de groupes. Et quand on dit parallèle avec ou sans permutation, c'est que si le patient commence dans le bras A, par exemple, il va rester dans le bras A tout au long de l'étude. Et la même chose pour le bras B. Mais il y a certaines études qui vont permettre une permutation. Donc, les patients du bras A, selon certains critères, vont pouvoir permuter, ça veut dire changer au bras B selon certaines conditions du protocole et inversement. Alors, c'est ce que ça veut dire, un groupe parallèle avec ou sans permutation. Et contrôle placebo. C'est pas toutes les études qui ont un contrôle placebo. Ça peut arriver qu'il y ait des études, tu as le produit expérimental, puis il y a des patients qui vont recevoir le produit expérimental actif et d'autres vont recevoir le placebo du produit expérimental. Souvent, dans ces études-là, ça va être à double insu. On ne saura pas qui reçoit le produit expérimental et qui reçoit le placebo.
Alors, quand on recrute des patients pour vérifier, pour participer à une étude clinique, il y a toujours une période d'évaluation. Ça veut dire c'est une période où on va vérifier si le patient est éligible à l'étude. On va vérifier son dossier médical, son histoire médicale. Souvent, le protocole va nous dire s'il y a des tests des tests sanguins ou autres tests d'imagerie à faire. Une fois qu'on a eu tous les résultats, c'est là qu'on détermine si le patient répond à tous les critères d'étude. C'est important, ça, parce que ce qui est à retenir, c'est que, par exemple, je reviens à l'oncologie, mais 2 patients avec un cancer du poumon ne seraient pas le même type de cancer du poumon au même stade, ne seront pas nécessairement éligibles à participer à une étude clinique. Ça dépend vraiment de tous les critères d'éligibilité de l'étude. Des fois, dans leur histoire médicale, il peut y avoir quelque chose qui les exclut ou les résultats de laboratoire. Donc, il y a vraiment une période d'évaluation. Une fois la période d'évaluation passée, si on détermine que le patient se qualifie, on va passer à la randomisation quand c'est des études randomisées. La randomisation, c'est la répartition aléatoire du sujet dans un des groupes de traitement de l'étude. C'est pas, à ce moment-là, ce n'est pas ni le médecin de l'étude, ni le personnel de l'étude qui décide dans quel bras de traitement le patient va être. C'est vraiment une répartition au hasard, souvent fait à partir d'un système informatique. On va rentrer des données, puis c'est le système informatique qui va nous dire ce patient-là, ben, tu le mets dans le bras A, par exemple, ou tu le mets dans le bras B. Et on n'a pas le choix, on n'a pas, puis le patient doit accepter cette situation-là aussi. Solange, on va faire une dernière. Je vais te laisser aller sur la participation des patients, mais après ça, on va donner la parole à Dr. Alizadeh. Oui, OK. Parfait. Je fais ça très rapidement. Alors, pourquoi un patient voudrait participer? Bien, des fois, il y en a qui veulent jouer un rôle actif dans leur traitement et veulent aider les autres en contribuant à la recherche ou parce qu'aucun traitement est disponible pour eux. Il y en a aussi qui vont refuser parce qu'ils ont peur, ils ne veulent pas être un cobaye. Des fois, les protocoles, c'est quand même aussi contraignant. Il y a des visites à des fréquences précises. Puis, la crainte de ne pas recevoir le traitement à l'étude. Est-ce que je peux continuer, Jacinthe? Ou... Non, au pire, on y reviendra un petit peu plus tard. OK. Puis on va laisser Regarde, cette diapo-là est quand même importante. Il faut comprendre aussi que tous les patients, le consentement, c'est un consentement libre et éclairé, puis la participation est volontaire. Personne n'est obligé de participer à une étude clinique et un patient qui embarque dans une étude clinique peut aussi se retirer en tout temps. Alors, je laisse la parole à Dr. Solange. Merci Solange, tu as complètement raison. Il faut absolument avoir un consentement libre et éclairé. Oui. Bon, moi c'est Dr. Alizadeh, je suis radio-oncologue, un des responsables de l'axe oncologique avec Dr. Aucoin pour ce qui est de la recherche. Je vais parler un peu de la recherche en radio-oncologie en général. En fait, il faut savoir que la radio-oncologie de Laval ici, on est une sorte de référence. Donc, on dessert les 3 ailes, Laval, la Lanaudière et Laurentides. Donc, on voit les patients un peu du nord. Donc, c'est pas juste de Laval. En oncologie, c'est plus, il y a d'autres centres d'oncologie dans le nord. Donc, les oncologues ici desservent la population de Laval seulement. C'est un département qui est relativement nouveau, je dirais moins de 10 ans là. Puis la recherche ici, ça date d'environ 2012. On est 10 cliniciens-chercheurs. En fait, on est tous des médecins qui travaillent en clinique. C'est ça nos rôles primaires. Puis en plus de ça, on participe à des protocoles de recherche, tout le groupe. Bon, on fait partie justement ce que Solange avait dit, du CCTG, du Canadian Cancer Trial Group. Ça nous ouvre les portes de participer dans des projets un peu internationaux, disons du NIH ou du NRG des États-Unis, ou des projets de l'ESTRO, des GEC européennes et des projets canadiens du NCIC. Il faut savoir que
il y a des dizaines d'années de ça. C'était pas nécessairement aussi organisé qu'on l'est aujourd'hui. Puis, admettons qu'un patient était rendu à il voulait explorer les options d'essais cliniques, ben, ça se faisait uniquement dans des centres américains. Il fallait qu'il aille à Johns Hopkins ou des choses comme ça. Puis, c'était pas nécessairement convenable et avec la participation des centres comme le nôtre au CCTG, à ces groupes-là, ben, on peut desservir la population avec ce genre de protocole. Donc, on est plus inclusif à nos patients. Il faut savoir aussi qu'on ouvre nos propres protocoles de recherche ici aussi. Donc, s'il y a une question clinique qu'on juge pertinent, ben, on lead, on est justement des investigateurs principaux, que ce soit sur une étude locale dans notre centre uniquement ou une étude à travers le Québec ou au Canada aussi. Actuellement, les principales sphères de recherche en radio-oncologie, c'est surtout les cancers qu'on voit le plus souvent, les cancers du sein, les cancers de la prostate. On en a d'ouvert dans les cancers de la tête et cou également. Puis, en oncologie en général, il y a une poussée à inclure les patients dans leur décision d'option thérapeutique et le volet communication et tout. Donc, on mène des projets de recherche de communication aussi actuellement. Pour ce qui est de l'oncologie, ben, les oncologues, eux, ils ont des protocoles d'ouvert dans d'autres sphères, les cancers du poumon, le mélanome. On est ouvert à couvrir tous les sites. S'il y a une question pertinente qu'on veut adresser, ben, on participe à ces protocoles de recherche. Mais je vais répéter un peu Solange, mais c'est quoi l'avantage de participer à des études? D'abord et avant tout, ben, je pense que ça donne accès à nos patients une modalité de traitement qu'il ne leur serait pas disponible si on n'avait pas la recherche ici. On voudrait jamais qu'un patient qui soit traité à Montréal, ben, qui dise « Ah, ben moi, j'ai été offert ça », alors qu'un patient à Laval, ben, il dit « Non, non, ben, pour commencer, ils ne m'ont jamais offert ce type de traitement-là. » Donc, ça ouvre les portes quand même pour les patients. Ça donne parfois l'accès plus rapide à un traitement, puis surtout dans le contexte oncologique. Des fois, ça nous arrive qu'on est rendu où il reste plus de traitements possibles avec les cancers un peu plus avancés. Et donc, entre rien pouvoir faire puis pouvoir offrir un patient une molécule expérimentale nouvelle, ben, ce qui a le potentiel, je dis bel et bien potentiel de les aider, ben, c'est quand même quelque chose qui est intéressant pour nos patients. Donc, il y a ça, puis il y a aussi l'avantage, en fait, de faire progresser la science, d'aider les autres, comment dire, à nos patients. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une cohorte de patients, on est un peu plus, je vous dirais, le pain et la beurre, alors que dans les centres quaternaires comme le CHUM, qui sont des centres de référence, eux, ils voient ce que nous, on les réfère. Donc, il y a un certain triage qui se fait. Ici, ben, on voit un peu de tout. Okay? Donc, les cohortes qu'on inclut dans les patients, ben, c'est des patients qui sont un peu plus fréquents, des traitements, des patients des contextes un peu plus fréquents que dans les centres un peu quaternaires. Actuellement, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en oncologie, en radio-oncologie, pour ce qui est de la désintensification des traitements. Beaucoup de projets de recherche là-dessus, ce qu'on appelle l'hypofractionnement aussi. Puis, de participer au protocole de recherche ici à Laval, ben, ça ouvre justement à nos patients qui viennent du Nord, qu'il faut qu'ils
fasse un trajet d'une heure, 2 heures à chaque jour, ben, si on a un protocole de recherche qui, justement, regarde le rôle d'une désescalade de dose, ben, c'est que ça peut être quelque chose qui leur est avantageux aussi. Puis, il faut savoir que on compare toujours au standard. Donc, si quelqu'un participe à un protocole de recherche, ben, au pire des cas, il y aura le standard. C'est la manière que je vois ça. Puis, donc, c'est ça. Il y a ça aussi. Actuellement, on a environ, je pense, on a 14 études randomisées, dont 3 qui sont ouverts. Les autres, on attend les résultats des publications et tout. Ça nous aide beaucoup à notre rayonnement, à participer à des présentations internationales et nationales aussi. Merci. C'est très intéressant. On y reviendra un petit peu s'il y a des questions. Hélène, est-ce que tu veux aller de l'avant avec ce qui se fait un petit peu en cardiologie? Oui. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Hélène. Je suis la coordonnatrice en recherche cardiologie. Donc, moi, j'ai joint l'équipe en 2008, mais la recherche se fait depuis 1995 ici au sein de l'hôpital. Il y a entre autres Dr Montigny, Dr Boutros, Dr Gendreau, Dr Ringuette et Ayaz qui ont débuté les études ici. L'équipe a fait plus de 75 recherches internationales au sein de l'hôpital. Présentement, tous les cardiologues participent à la recherche, donc on est une équipe de 14 cardiologues, une coordonnatrice qui est moi-même, une professionnelle de recherche et une assistante de recherche. Donc, ça, c'est l'équipe de recherche en cardiologie. On est situé au RC 90, ça c'est à l'hôpital à la Cité de la Santé. Donc, on approche des patients soit qui sont vus en clinique externe pour leur visite avec les cardiologues, soit sur les étages ou encore à l'urgence. Donc, excusez-moi, mon fax part. Désolée. Désolée pour le bruit. Donc, c'est ça, on approche nos patients. La plupart de nos études, on est en phase 3 et 4 ici en cardiologie. Donc, c'est soit des molécules qui sont connues ou connues dans d'autres pays. Quelquefois, on fait de la phase 2, mais principalement de la phase 3 et 4. Pour le moment, les études qu'on fait en cardiologie, on est concentré sur des études en insuffisance cardiaque et aussi en fibrillation auriculaire. On s'est démarqué à travers le Canada pour la majorité des études. On est souvent dans les grands recruteurs. Donc, ça fait rayonner la cardiologie. On a fait aussi beaucoup d'études en STEMI, donc des infarctus ou des syndromes coronariens aigus. La majorité des patients, comme Solange expliquait, ne connaissent pas tout le temps la recherche, ils ont une petite réticence, mais en leur expliquant, leur donnant le temps de lire le consentement, ça les rassure. Et la grande majorité apprécie la recherche, que lorsque c'est fini, ils désirent qu'on conserve leur nom pour des études futures. Donc, je pense que qu'est-ce qu'on emmène en recherche, c'est un grand plus pour les patients, beaucoup d'écoute, un grand suivi. C'est ce qui fait, je pense, notre marque ici en cardiologie. Donc, c'est tout pour le moment. Je donnerai le... Jacinthe, je ne sais pas si... Oui, ça fait un court clin d'œil de ce qu'est la cardiologie. Parfait. Dans ce cas-là, on va laisser la parole à Dr Castonguay. Si vous voulez partager votre PowerPoint, est-ce que ça va... Puis comme on disait tantôt, là, il y a Andrea là, qui est la professionnelle qui les accompagne, puis il y a aussi Dr Roussos là, qui est présent là, si vous voulez, quand ça sera les questions. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, il faudrait juste le partager. On voit encore la barre à côté. Ah, ça dit, je suis en train de partager mon écran. Il faut juste le mettre en présentation. Ici, diaporama. C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, OK. Alors, bonjour tout le monde. Je suis contente de venir vous parler un petit peu de
de ce qui se passe en termes de recherche en microbiologie. Nous, on est les nouveaux arrivants dans le domaine de la recherche à la Cité de la Santé. On en est bien content. Ça s'est fait quand même dans un contexte difficile pour nous. C'est sûr que depuis le début de la pandémie, on a été très, très sollicités et ça a été vraiment l'élément déclencheur pour qu'on puisse embarquer finalement dans la recherche. Ça faisait quand même quelques années qu'on aurait aimé s'impliquer de ce côté-là, mais clairement, la pandémie pour nous a été le petit coup dans le dos pour s'y mettre. Principalement, le gros motivateur a été qu'au début de la pandémie, si vous vous rappelez, en mars et avril, on n'avait aucun traitement à offrir à la population. Et quand on regardait les lignes directrices et les communiqués des sociétés savantes, tous les médicaments ou les publications qui faisaient référence à des médicaments qu'on pouvait potentiellement utiliser chez nos patients devaient se faire dans un cadre d'études cliniques. Donc, étant donné qu'à la Cité de la Santé, on n'avait pas cette structure-là, on était un peu démunis et on voulait vraiment faire tout en notre possible de pouvoir offrir à la population de Laval, avoir accès à certains traitements qui auraient pu être disponibles dans d'autres centres hospitaliers. Donc, on se voulait quand même égalitaire, si on veut, de ce côté-là pour être capable de minimalement offrir quelque chose parce qu'initialement, on n'avait rien à offrir. C'était un traitement principalement de support. Donc, nous sommes donc nés dans la pandémie, dans la difficile pandémie, mais on a eu le support de Solange et je tiens à la remercier encore une fois de nous avoir accompagnés. Elle a été très précieuse parce que nous étions tous nouveaux dans le domaine de la recherche. Donc, je vais juste passer cette diapo. Donc, c'est sûr que la contrainte que la COVID nous a initialement donnée, c'est sûr que c'était une nouvelle pathologie. Et en début de pandémie, lors de la première vague, si vous vous souvenez, nous avions affaire en intra-hospitalier principalement à des gens très âgés, des gens qui étaient débilités. Donc, on avait des patients qui n'étaient pas nécessairement faciles à approcher pour le recrutement de nos études. Et souvent, il fallait faire aussi, faire affaire avec la famille parce que je vous dirais que la majorité des patients qu'on a vus dans la première étude que je vais vous présenter tout à l'heure, c'était des gens pour lesquels on ne pouvait pas obtenir un consentement. Donc, ce n'était pas de la recherche qui était aisée, dans le sens qu'on ne pouvait pas présenter le protocole de recherche de façon calme, posée, assis confortablement dans un bureau. On était avec le N95 et tout l'équipement de protection à questionner les patients, à lire le protocole de recherche en isolement, avec toutes les contraintes que ça pouvait nous amener. Donc, c'était plutôt difficile de ce côté-là, mais on a eu le support, évidemment, des familles pour nous aider. Et c'est sûr qu'il y avait une certaine inquiétude, parce que nous-mêmes, nous étions dans le néant par rapport à la prise en charge de ces patients-là. Donc, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de questionnements, beaucoup de temps qui était alloué finalement à voir les risques et les bénéfices par rapport à ce que l'on proposait. Donc, c'est sûr que pour nous, ça a été difficile. C'était difficile aussi pour notre infirmière de recherche qui a travaillé avec nous parce que ça amène des contraintes qui sont quand même différentes de la recherche plus standard, je vous dirais. L'autre chose aussi, c'est que la mise en place de ces protocoles-là se sont fait quand même assez rapidement dans l'urgence finalement de la situation, ce qui fait que pour les gens qui nous ont supportés d'un point de vue administratif, il y avait une espèce de pression, de contrainte de faire avancer les dossiers aussi le plus rapidement possible. Et je me permets de remercier M. Battaglini qui a été vraiment un support exceptionnel pour nous dans le contexte qui nous a facilité les choses pour avoir accès finalement à certaines études chez nous. Donc, merci M. Battaglini. Pour ce qui est des études, je vais vous présenter certaines études que nous avons faites. Il y a 2 volets, en fait presque 3 volets pour nous en maladies infectieuses. Il y a eu un volet au laboratoire et la personne qui a été la plus en charge de ce volet-là, c'est mon collègue qui est le docteur Marco Bergevin. Donc, docteur Bergevin a travaillé d'arrache-pied sur la mise sur pied du PCR COVID qui s'est développé ici à Laval.
Donc, initialement, on devait envoyer nos spécimens à l'extérieur dans un centre dédié, mais avec la volumétrie très importante et toutes les contraintes de prévention des infections, on s'est rapidement convaincu qu'il fallait absolument développer la technique chez nous. Et Dr Bergevin a pris ce dossier-là de main de maître. Et il a réussi à faire quand même des études à travers tout ça. Notamment, il a travaillé sur le PCR direct sur le spécimen nasopharyngé initialement ici. Donc, juste pour vous mettre un petit peu en contexte, quand on fait une technique par PCR, ça veut dire qu'on veut aller amplifier du matériel génétique, soit de l'ADN ou de l'ARN, dans un spécimen clinique. Et on peut le faire en allant directement sur le spécimen ou on peut le faire avec une extraction. L'extraction, ça veut dire qu'on va aller chercher, on va aller extraire le matériel que l'on veut amplifier. Lorsqu'on fait une étape d'extraction, ça amène une étape supplémentaire, donc ça amène plus de manipulation au laboratoire et un délai supplémentaire. Donc, Dr Bergevin a travaillé pour écourter le temps que l'on utilisait au laboratoire pour éventuellement sortir un résultat. Et il a donc travaillé les spécimens nasopharyngés en faisant une technique de PCR direct. Et il a réussi à mettre au point cette technique et il a réussi à publier les résultats de ses travaux en décembre 2020. Dr Bergevin a par la suite travaillé sur le PCR sur un spécimen de salive. Comme vous savez, maintenant, nous avons accès directement dans la population générale à ce type d'analyse et on a été quand même très tôt à le proposer à la population. Dès l'automne 2020, nous proposions le dépistage en première ligne salivaire pour nos patients, pour la clientèle de Laval. Donc, il y avait beaucoup d'avantages à faire ce type d'études parce qu'on facilitait finalement l'accessibilité pour l'utilisation de ce type de test-là, l'acceptabilité aussi parce que c'est beaucoup moins invasif de faire un spécimen salivaire qu'un nasopharyngé. Pour ceux qui l'ont subi, c'est quelque chose qu'on n'aime pas nécessairement se faire et surtout quand on doit le faire de façon répétée dans des dépistages pour des gens qui étaient en situation plus à risque. Donc, ça amenait quand même un élément facilitateur. Et aussi pour la santé publique, ça a été un élément qui fait que ça nous a aidé à gérer et à isoler là, finalement là, les différentes éclosions que nous avons eues sur notre territoire. Il faut dire aussi que la région de Laval a été grand champion en termes de taux de positivité pendant une bonne période de la pandémie, soit pendant la première, la deuxième vague, et même pendant la troisième vague, on avait quand même des taux de positivité qui étaient élevés, mais il faut dire que nous, on testait vraiment à très, très large échelle notre population. Donc, Dr Bergevin a réussi cet exploit de développer le PCR sur le test salivaire et les travaux de cette recherche-là sont actuellement soumis pour publication. Par la suite, nous avons aussi travaillé avec d'autres chercheurs pour trouver d'autres moyens éventuellement d'identifier la COVID en utilisant d'autres techniques pour identifier le virus au laboratoire. Et plus récemment, nous avons tenté de faire une étude de validation en utilisant finalement la spectrométrie de masse sur le spécimen de salive pour essayer de détecter la COVID. Un des avantages de ça, c'est que ça utilise aucun matériel ou à peu près pas. Donc, on n'a pas des couvillons et la machine va directement aller chercher le spectre sans qu'on utilise plusieurs éléments au laboratoire. Donc, techniquement, c'est très, très facile. C'est une technologie qui existe depuis très longtemps, qui est peu coûteuse. Et l'étude actuellement, elle est complétée pour cette portion-là, mais on est en train de faire l'analyse des résultats. Donc, ça, c'est un autre des éléments de recherche que nous avons fait en laboratoire. La prochaine étude qu'on espère qu'il va être capable de décoller, c'est l'étude Coro-Canet. L'étude Coro-Canet, c'est une étude qui est en partenariat avec une compagnie qui est formée pour former des chiens à l'olfaction pour détecter différentes choses. Donc, vous connaissez bien les chiens qui sont entraînés à l'aéroport pour dépister la drogue dans les valises des voyageurs
ou encore les chiens qui sont spécialisés pour pister différentes substances. Alors, nous allons collaborer, du moins on espère que ça va décoller pour être capable de former des chiens à détecter la COVID-19 sur un spécimen salivaire. Cette étude-là, nous savons qu'elle a déjà été faite ailleurs en Allemagne et aussi en France. Ça a été fait sur des spécimens de sueur. Et il y a aussi une étude qui a été faite sur la salive et on a déjà des résultats préliminaires qui nous disent que le chien a une sensibilité de détection de l'ordre de 95 à 96 %. Donc, c'est très, très performant comme test de dépistage. Et ça, évidemment, ça peut avoir plusieurs applications. Donc, vous pouvez vous imaginer que, par exemple, dans des endroits publics, ces chiens-là pourraient être utilisés pour faire du dépistage, du screening finalement des gens qui viennent dans des événements. Notamment, il y a déjà des endroits dans le monde qui ont fait déjà l'acquisition de ces chiens-là, notamment le Heat de Miami. C'est déjà doté d'un chien qui a été formé pour la détection de la COVID et le chien va être à l'entrée du stade pour screener les différents participants. Donc, nous, on espère être capable de pouvoir faire ce projet-là ici parce qu'il y a tout un élément de comment on forme ces chiens-là qui vont être éventuellement utilisés parce qu'il y a la possibilité de former les chiens encore plus rapidement que ce qui a été proposé antérieurement. Donc, on espère être capable de les aider à travailler dans cet aspect-là. Et pour ceux qui se posent la question, quel est le chien qui est utilisé? Eh bien, c'est le berger australien, qui est un chien qui a une très bonne olfaction, mais aussi qui est très docile par rapport à ce type de travail et il apprécie beaucoup le faire. Ensuite, pour ce qui est des études qu'on prévoit faire ou qui ont été en cours, ce sont des études qui ont principalement touché les soins intensifs. Ceci dit, l'étude Concorde a été placée dans les soins intensifs, mais c'était des patients qui pouvaient être recrutés aussi à l'étage. Donc, l'étude Concorde, c'est une étude que nous avons initialement commencée en mai 2020. C'était une étude en partenariat avec l'hôpital Sainte-Justine. C'était une étude qui était à travers plusieurs centres. Donc, il y avait des centres au Canada, il y avait des centres aux États-Unis et au Brésil. Et cette étude-là nous a permis de voir l'efficacité du plasma convalescent. Je ne sais pas si sur les prochaines slides, on m'avait gardé. Oui, OK, on les avait gardés. Donc, je vais pouvoir vous parler sur la prochaine slide, qu'est-ce qu'on a fait exactement dans cette étude-là. Mais on a eu quelques patients qui ont été recrutés aux soins intensifs. On a l'étude COSI, qui est une étude sur un antiviral qui va débuter très, très bientôt. Et nous avons fait une étude qui s'appelle l'étude glutathion et l'étude FAST-1, qui est un potentiel d'étude chez nous. Donc, je vais passer sur la prochaine slide pour faire un petit résumé de chacune de ces études. Donc, pour ce qui est de l'étude Concorde, c'était vraiment une étude qui voulait évaluer l'efficacité finalement de l'administration du plasma convalescent qu'on allait comparer à la pratique standard pour les patients qui étaient hospitalisés pour la COVID-19 et qui avaient des besoins en oxygène. Donc, ça veut dire qu'on avait des patients aux soins intensifs, mais on avait surtout des patients qui étaient sur les unités de soins, donc dans les unités rouges. Les mesures d'efficacité primaire étaient de savoir si ces gens-là allaient être intubés ou décédés dans les 30 jours suivant l'administration du plasma ou qu'ils n'en recevaient pas, tout simplement. Au total, cette étude-là a recruté 940 patients dans 73 hôpitaux et on a eu un arrêt du recrutement en janvier 2021 pour des raisons d'analyse qui ont démontré la futilité et donc l'étude a été cessée. Nous, quand même, dans cette étude-là, je dois dire que nous avons été à un certain moment, surtout au début du recrutement, nous avons été le centre qui avait effectué le plus de recrutement. On était vraiment en pleine explosion des cas qui étaient hospitalisés. Donc, on a travaillé très, très fort. Malheureusement, notre recrutement a pris fin puisque nous avons perdu notre infirmière de recherche et nous n'avons pas été en mesure de trouver un relais pour
poursuivre le recrutement. Donc, nous avons complètement cessé et nous étions sur le point de recommencer en janvier lorsque l'étude a été arrêtée. Donc, malheureusement pour cette étude, mais c'était quand même une étude qui a été fort intéressante à faire. Mais au final, on se rend compte que peut-être que l'administration du plasma convalescent se faisait de façon peut-être trop tardive. Donc, les gens qui avaient déjà des besoins en oxygène pour leur COVID, ils étaient probablement déjà suffisamment avancés dans leur maladie pour voir un effet du plasma. Par la suite, nous avons mis sur pied une étude qui s'appelle l'étude glutathion. C'est une étude qui est aussi en partenariat avec un chercheur de l'hôpital Sainte-Justine. En fait, le glutathion, on appelle le glutathion un peu maître antioxydant quand on lit les études par rapport à ça, parce que ça joue vraiment un rôle important dans ces mécanismes-là, mais aussi ça joue un rôle très important dans notre réponse immunitaire et aussi dans la défense antivirale. Donc, on a fait une première étude pilote avec 28 patients qui est maintenant complétée. Donc, majoritairement, c'était des patients qui étaient aux soins intensifs. Et ce qu'on voulait valider avec cette étude-là, c'était de voir l'hypothèse que chez les gens qui avaient la COVID-19, le niveau de glutathion était plus bas. Donc, cet objectif-là, on l'a atteint, on a été capable de le mettre en évidence. On voulait mettre aussi en évidence si les niveaux de glutathion étaient plus bas en fonction d'une sévérité plus grande de la maladie. L'objectif n'a pas été atteint pour cet aspect-là et actuellement, nous sommes en demande d'effectuer un amendement pour aller chercher davantage de patients pour être capable de mettre en lumière cet aspect. Par Castonguay, je vais vous inviter à aller un petit peu plus vite pour les deux dernières, comme ça il nous reste un peu de temps pour les questions, s'il vous plaît. Merci. Parfait. Ce qui commence la semaine prochaine, en fait, dans les prochains jours, là, on se fait activer la semaine prochaine, c'est l'étude COSI. C'est une étude qui va regarder l'utilisation de l'ozanimod, qui est un modulateur du récepteur de la sphingosine 1-phosphate, qui est déjà un traitement qui est approuvé pour la sclérose en plaques. Donc, on veut voir l'effet de ce traitement-là sur la tempête inflammatoire, la tempête cytokine. Donc, c'est une étude qui devrait commencer dans les prochains jours chez nous. Et notre dernière peut-être étude qui pourra commencer dans les prochaines semaines, donc c'est un dossier qui est à l'étude, c'est l'étude de FAST-1. C'est une étude qui regarde l'utilisation du furosémide en nébulisation chez les patients qui sont intubés aux soins intensifs pour voir l'efficacité, la sécurité, mais aussi de démontrer les propriétés anti-inflammatoires en faisant une documentation des paramètres pharmacodynamiques et pharmacocinétiques. Donc, c'est une étude de phase 2, phase 3 en groupe parallèle. Donc, c'est un petit peu ce que nous avons fait. On a failli participer à l'étude PROTECT, qui était une étude aussi, qui était une étude montréalaise sur le bénéfice de la vitamine D en prévention de la COVID. Malheureusement, on n'a pas pu participer à cette étude et cette étude aussi tombait mal puisque la vaccination arrivait. Donc, de commencer cette étude-là à ce moment-là, c'était un mauvais timing. Donc, on a décidé de ne pas participer. Et Dr. Rack aussi a tenté de participer à une étude pour la prévention des infections avec l'utilisation du masque N95 sur les unités rouges. Et ça aussi, finalement, cette étude-là a été annulée. Donc, on essaie de participer dans différents secteurs de la recherche qui touchent la prévention des infections, les thérapeutiques, mais aussi le laboratoire en maladies infectieuses. Merci.